Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons travailler sur les bases de Houdini en réalisant une simple explosion, en regardant les paramètres de la puissance de cette explosion, la propagation dans l'espace, la vitesse dans le temps, en réglant les différents paramètres pour obtenir donc le résultat recherché. On fera le rendu 3D aussi et on regardera un peu de compositing dans Nuke pour voir comment on peut rattraper ou améliorer ou transformer le rendu que l'on obtient, notamment avec du flou de mouvement ou de la luminosité rajoutée dans la scène. Dans un premier temps, donc, on va regarder la mise en place de l'explosion dans Houdini, avec bien sûr la source et ensuite donc le solver, pyrosolver, et la sortie donc du solver, c'est le rendu 3D que l'on pourra donc réaliser. Donc on a trois phases ici à regarder. On va bien entendu les passer en revue brièvement, hein, parce qu'il y a un ensemble de paramètres relativement importants à voir, mais on va regarder quelques paramètres qui vont nous permettre donc de bien comprendre comment peut fonctionner une explosion de type pyrosolver dans Houdini. Ok. Donc pour cet exemple de base dans Houdini comme explosion, je reprends donc l'explosion de base que l'on va retrouver donc dans le shockwave ici, donc les paramètres PyroFX shockwave, et on va regarder quels sont les paramètres que l'on peut donc modifier ici. Donc on va regarder d'abord donc la source. Donc ici je vais prendre une seule des deux sources qui est proposée. Donc je vais prendre la source la plus importante, le pyrosource ici. Donc on va mettre en place donc un pyrosource. Je vais agrandir de ce côté-là, voilà. Un pyroburst source hein, que l'on retrouve donc en tapant ici pyroburst, voilà, source ici. Donc on a deux pyroburst source ou pyro-scatter from burst ici. Donc pyroburst source ici, qui propose plusieurs solutions de sources donc pour pyro, de forme de source. Donc principalement, donc on va retrouver les possibilités de faire des groupes, mais dans les quatre onglets ici, on a burst shape, le premier, qui va définir, comme son nom l'indique, la forme, hein, le shape ici du type donc de burst de, de pyro. Donc on a différentes possibilités donc d'émissions qui vont être ensuite pris en compte par le solver pyro. Donc on a explosion, muscle, flash, shockwave, blast ring et ici. Donc on en a quatre et chacun va avoir ses propres paramètres. Donc on va prendre le premier de base, explosion ici, et on va définir donc les paramètres de base. Donc je descends un peu ici. Alors principalement la forme ici avec donc la taille initiale, la direction aussi dans laquelle va se déplacer donc l'explosion, donc ici en Y vers le haut. On peut imaginer donc la faire aller sur le X ou sur le Z ici. L'angle ici. Alors pour voir tout ça, en fait, on peut, là je vois la simulation finale hein, sur laquelle je reviendrai. Ce qu'il faut, c'est venir d'abord donc sur l'élément de pyroburst qu'on a mis en place ici, et puis voir un peu, voilà. Donc on va voir ici, on va zoomer, voilà, hop, ici. Et on va voir cet élément. Donc, en fait, il apparaît au bout de la frame 3. Pourquoi? Parce qu'on a le deuxième onglet, je viens tout de suite dessus pour expliquer, Burst Animation, Start Frame 3 ici, et Frame Duration 20, ça veut dire que l'explosion va durer 20 frames, enfin, oui, 20 frames, ça fait jusqu'à 23. Et ici, ce qui n'empêchera pas donc l'explosion en elle-même, c'est l'émission va être de 20 frames, mais l'explosion va continuer, notamment au niveau donc de la combustion, va continuer à brûler au-delà, comme on l'a vu donc dans le visuel de présentation. Donc Bird Shape ici, donc c'est pour ça qu'on commence à 20 ici, et puis on va avoir donc ici au fur et à mesure
l'explosion enfin l'émission qui va se propager dans toutes les directions. Donc on a le spread angle ici qui permet de définir donc la propagation, justement l'ouverture, hein, comme on le voit ici. Le roughness ici qui permet donc d'arrondir la forme ici. Et puis donc la taille aussi, bien entendu, on peut grossir ou réduire la taille ici. Le décalage du chip offset décalé ici si nécessaire. Et puis on va avoir donc ici le trailing. Donc on voit que c'est composé donc de particules, de points particuliers qui sont sous la forme donc de trail, qui vont partir dans toutes les directions. Donc on peut définir le nombre de trailing. La séparation, ça va être la concentration, valeur assez importante parce qu'on va la retrouver donc ensuite dans le node suivant ici sur le voxel size. Il est lié. Alors on peut le délier bien sûr en cassant donc l'écriture ici, mais par défaut c'est lié le voxel size, et donc le voxel size, c'est la définition donc du volume qui va être ensuite généré par le système ici de particulières que l'on va utiliser comme émission. Donc c'est à partir du volume qu'on va utiliser comme émission pour le pyrosolver. Donc ici on va avoir le merge all source. En fait on a 3 nodes. Ici j'ai gardé que ces 3-là. Pyro burst source, volume rasterize et la sortie ici, merge all source. Alors pourquoi il y a un merge? Parce qu'il y avait un deuxième pipeline ici d'un deuxième pyro burst source que j'ai enlevé pour simplifier ici donc cette base d'explosion. Et c'est avec cette sortie ici, merge all source, qui va être récupérée par, donc je viens ici sur le deuxième OBJ, par le DOP network ici. On va retrouver donc dans volume source ici, merge all source. Voilà, on va y revenir dessus, mais qui va permettre donc de récupérer les informations. Et on récupère des informations donc volumétriques. On voit qu'on a un volume, puisqu'on voit ici le volume, donc à partir du volume rasterize, on est en forme volumétrique, alors qu'avant, on est en particulière, sur lequel on va avoir des informations sur ces particules que l'on va convertir en volume. Donc ces paramètres, je reviens un peu dessus ici. On va avoir la concentration, j'y étais dessus, training séparation, la longueur, la finesse, thickness ici, la largeur. Et puis après, on va avoir d'autres paramètres, je ne vais pas tous les regarder, mais c'est juste pour info. Burst animation qui va définir la longueur du temps, je viens d'en parler. L'expansion ici, qui est assez importante pour voir dans l'espace comment va s'étendre, et la direction d'expansion ici. Voilà, après on a les composantes ici, donc pyrosource, avec la densité, la température et le burn, qui sont les 3 de base pour gérer donc la simulation pyro. Et ici on a les sorties out attributes de base. Donc on va transformer ça donc en volume rasterize ici. OK. Donc avec le node volume rasterize attribute qui va reprendre les attributs densité, température, burn et les mettre sur ce qu'on appelle des voxels, donc des volumes dans l'espace, et qui vont être donc ensuite envoyés dans la simulation. OK. Donc ici je peux garder. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire. Voilà. Voilà ici pour gagner un peu de place. Voilà, et de l'autre côté, on va avoir, enfin de l'autre côté, le deuxième élément qu'on va créer, on va créer un DOP network. Donc on fait bouton dans la souris, DOP network ici, et à l'intérieur du DOP network, on va de manière classique mettre en place donc un smoke object sparse. Donc on tape smoke object sparse, ici on l'a, et un volume source ici de l'autre côté. Et on va rassembler donc ces deux éléments sur servir de input à un pyrosolver sparse ici. Donc je conseille bien sûr d'utiliser le sparse qui est le dernier type de pyrosolver plus intéressant pour la gestion dans l'espace de la définition. On n'a plus donc un volume de simulation à définir avec le sparse. Il se fait automatiquement par rapport à une définition donnée. Donc le pyro ici solver, et on va avoir donc à mettre en place un output
un ROP output ici qui est la sortie donc d'un classique d'un DOP network. Ok. Donc dans le smoke object ici, il définit donc le pyro, enfin les valeurs de simulation dans sa forme, donc notamment dans les propriétés du voxel size. C'est là où on va affiner donc la taille du calcul des voxel size afin d'obtenir donc quelque chose d'assez bonne qualité. On le voit au rendu ici où on voit qu'on a encore des petits effets de carreaux légèrement, on les voit apparaître, hein. Pourtant j'ai une définition à 0,05, mais dans certaines zones, on voit qu'on a un manque d'arrondi, on va dire, ici. Donc, malgré le flouté que j'ai mis donc, ensuite dans Nuke, mais par exemple ici, oui, on voit bien, on a quelque chose d'un peu carré au niveau de ma souris. Et donc ça, c'est dû au fait donc du voxel size ici qui va définir la qualité donc de la simulation. Et donc on pourra le diminuer avec en général une valeur entre 0,05 et 0,01. On obtient quelque chose d'assez bonne qualité. Bien entendu, ça dépend de la taille de la simulation. Ça va augmenter fortement les temps de simulation et bien entendu les temps de rendu ensuite. Ok, voilà pour le principal paramètre à venir donc ici changer. Et de l'autre côté, on va avoir donc le volume source que j'ai appelé. On va venir chercher justement donc dans le SOAP pass ici, on va se mettre en mode input SOAP et on va venir chercher donc le merge all source ou la sortie de la branche donc de l'émetteur, donc Pyro Burst Source Fireball, Volume Rasterize et Merge All Source, ici je l'ai laissé, où on pourra avoir un nul hein, que l'on appellera donc, qui sera la sortie, on viendra hop, en bleu ici, et on aura donc la sortie ici qu'on va récupérer. Fireball, Shockwave, Merge All Source ici. Voilà, j'ai gardé les mêmes dans le cas où vous voulez reprendre donc le PyroFX Shockwave exprès. Vous allez retrouver donc les mêmes dénominations. Ça vous permettra donc de pouvoir repartir de cette base là et de suivre le tuto. Donc on va avoir donc les paramètres, on va les laisser tels quels, volume, densité. Et puis c'est tout, create missing fields ici. On a densité ici qu'on va rajouter. Burst densité, densité ici. Température, température. Burst température, température. Alors là, ce que l'on fait, c'est qu'on crée donc des paramètres pour la simulation à partir des paramètres de l'émetteur. Ça veut dire que les paramètres que l'on a donc dans l'émetteur à la sortie, ici si je viens faire un i, ici, j'ai burn, densité, température, V, velocity. Et donc, j'ai un ensemble de paramètres ici qui sont donc produits par la source. Grâce donc au PyroBurst source ici, qui est transmis au volume rasterize attribute, grâce donc à l'attribut ici densité, température, burn, V, que l'on a mis en place dans le transfert et cela on va le récupérer donc ici dans le source. Et dans le source on est obligé de venir transférer. Donc par défaut on prend le fields to match, c'est la densité en général, et puis on va venir faire donc des transferts donc de paramètres d'attributs entre la source et le target fields que l'on a. Donc densité pour densité ici. On pourra augmenter donc la force de la source. On a une densité qui a une certaine valeur, et bien là on va la multiplier par 5 pour le target field. Donc la densité sortante ou rentrante ou sortante du volume source sera 5 fois plus forte que celle donc du source de départ. Et ainsi de suite. Ensuite on va prendre le burst densité ici pour la densité encore une fois, multiplié par 15. La température pour la température. Et ainsi de suite, on va créer tous les paramètres que l'on a besoin pour venir alimenter le PyroSolver ici, qui a besoin de tous ces paramètres
pour venir donc jouer la simulation. Alors ça dépend bien sûr ce que l'on veut faire. Si on veut créer des flammes, donc du smoke, ici, de la température, l'expansion, le shape, ici, color, advance. Donc au niveau de la simulation, au départ, on a la température, et éventuellement, on a une gravité qui est mise en place. Donc ça, c'est les paramètres de base que vous allez retrouver. On ne va pas trop les toucher. On reviendra sur un autre tuto du jeudi pour les voir un peu plus en détail. On va les laisser tels quels et nous permettre d'obtenir donc la simulation que l'on a vue. Donc ici, on va avoir donc la output de sortie et on va pouvoir donc ensuite revenir dans le Fireball Choke Wave, géométrie, ici la géométrie qui a été créée, et venir, donc on peut créer deux géométries séparées dans la définition du shockwave ici que l'on prend, on va les retrouver ensemble dans la même géométrie. C'est-à-dire qu'on a la source avec sa sortie merge all source et on a donc la sortie rendue, on va dire. On va venir donc ici avec un object merge. Donc on tape object merge, on va obtenir donc, je vais le faire ici, object merge. Ok, voilà. On obtient donc, oups, non, c'est pas celui-là. Merge. Voilà, object merge. On a donc ici, il faut aller chercher l'objet, éventuellement s'il y a un groupe, et venir ensuite donc appeler les différents éléments. Donc c'est ce que j'ai fait ici, import fields from DOP. Donc on va appeler donc ici object merge et on va venir chercher donc à chaque fois le shockwave, donc simulation densité, shockwave simulation température, shockwave simulation flame. C'est les différents paramètres qui sont, et vel pour velocity. Alors on voit la différence entre le vel, la velocity qui est en V, dénommé appelé V dans la source et qui est appelé vel ensuite dans la simulation. C'est un petit truc qu'il faut retenir. Et donc à la sortie, on aura ces paramètres, dans la output, on aura ces paramètres que l'on va donc ici rappeler en import donc avec l'object merge. Ok. Ensuite, ce que l'on va faire éventuellement, c'est un file cache qui va permettre de stocker le résultat avant de faire le rendu, ici. Et donc on va venir donc stocker, donc à faire donc un save to disk avant d'avoir, au départ on a un save to disk à faire. Ici on va rentrer donc le geometry file, le nom, point $os, donc ça c'est pour le nom du fichier, mais surtout il ne faut pas oublier le point, on peut enlever celui-ci, mais le premier est ici pour la version, mais par contre le point $f c'est le numéro de la frame, .bgo qui est le format, donc .sc qui est le format, l'extension de sauvegarde donc des simulations. Donc on pourrait revenir dessus sur sa définition, mais c'est ce qu'il faut rentrer ici. Ce qui est super important, c'est la fin ici. Après on peut mettre un nom, j'ai laissé dollar ici, mais je peux l'enlever. Par contre, voilà. Voilà ce qu'il faut avoir, c'est un nom, $f.bgo.sc ici, et faire un save to disk. Et automatiquement à la fin du save to disk, avec le star et le end par rapport à la ligne de temps qui est en bas ici, de la durée de la simulation, eh bien, on va avoir ensuite le save to disk étant fait, automatiquement load from disk va être donc ici cliqué. Ok. Ok, load from disk ici, je remets le nom de mon cache. Et donc on va avoir le cache ici, que l'on va donc retrouver, on va le retrouver en simple, on le voit ici, en simple fumée, on va dire densité, plutôt, ici. Et cette densité qui va comporter des informations bien entendu, puisque ce que l'on a sauvegardé, c'est toutes les informations qui viennent de l'import, ici.
l'import, donc température, flame, vel et tout ça, on va le retrouver dans le cache qui le sauvegarde. Et on va utiliser pour faire le rendu, donc ici, on voit que le rendu est plus petit, mais c'est normal. On va utiliser donc un pyrobake volume qui va permettre de, par rapport aux informations que l'on aura donc récupérées de la simulation via l'import fields et le file cache, transformer ces informations-là en visuel grâce donc au pyrobake volume. Donc pour ça, on a différents onglets. Smoke, scatter, fire, secondary fire éventuellement. Donc smoke, on va le mettre en place, c'est toute la partie marron que l'on voit qui va dépendre de la densité ici. Si je viens à la fin au dernier onglet binding, j'ai smoke, scatter principalement et fire. Et ici je vais rentrer les paramètres que j'ai besoin pour simuler du smoke, du scatter ou du fire ici. Donc j'ai besoin, c'est ce que je veux mettre, de la densité, de la couleur, CD éventuellement si je l'ai. Pour le scatter, du flame, du densité et du scatter si je l'ai aussi. Et pour le fire, il n'est pas enclenché, de la température ici et de la densité. Donc ici, j'ai le smoke. Si je l'enlève, on voit que le smoke disparaît. Il est géré principalement par la densité, ici. Et donc, densité scale, notamment, si je mets 10, je vais augmenter, on le voit, la densité ici, la force de la densité. Ici, puis les couleurs, bon, classiques, ici. Ensuite, le scatter, donc la découpe de la forme qui va aller de noir à orange ici. Je peux bien entendu rajouter de la coloration, modifier le couleur rampe. Ici, je peux avoir d'autres types de couleurs de rampe, de couleur mode. L'intensité, pareil. Donc, on a vu que le scatter, principalement, c'était le flame. Ici, donc, c'est la force du feu, on va dire. L'intensité, donc, on peut, de la même manière, l'augmenter ou le réduire avec un hot core scale ici, corps principal plus fort ou pas. Ensuite, éventuellement, ce qui n'est pas le cas ici dans la définition du base du shockwave, pardon, du PyroFX, je le remontre ici dans les onglets. Le fire n'est pas enclenché, mais on peut très bien imaginer l'enclencher, voilà, pour obtenir quelque chose de plus intense ici. Donc, à savoir que le fire, à ce moment-là, il va dépendre de la température, mais on peut le faire dépendre en cliquant ici d'un autre paramètre, de flame aussi, par exemple, ou de densité. Éventuellement, en général, c'est de la température. Et on va pouvoir régler donc l'intensité ici, pour ne pas brûler toute la fumée. Éventuellement, on va le réduire. On peut faire un compute range pour avoir donc la valeur de base la plus forte, il va lire, et la valeur la plus haute. On n'est pas très loin de 1. On avait 1. Si on met 3, par exemple, on va réduire. On est à la plage, donc on va réduire. On pourra augmenter, ça sera plus doux. Ici, si on met 0,5, on a quelque chose de plus intense. Ici, en source range, et on pourra jouer sur un contraste des flammes ici. Bien entendu, on pourra jouer sur la rampe ici pour entrer des couleurs ici peut-être plus rouge, on va dire, pour le feu. J'exagère, voilà, je mets un rouge relativement intense, peut-être un peu sombre ici, voilà, que je peux rajouter. Donc voilà, pour faire assez rapidement ici, le pyrobake volume va permettre donc de pouvoir faire un visuel qui va être rendu donc de la simulation avec les informations de la simulation ici. Et donc ensuite j'ai la sortie render ici de final. OK. Donc c'est important de faire un file cache ici, donc avant, de telle manière de pouvoir ensuite manipuler le pyrobake volume sans avoir à relancer la simulation. Ici on a bloqué la simulation, alors si on s'est trompé dans la simulation, on peut la relancer éventuellement, mais une fois que la simulation est faite, le file cache est assez intéressant ici pour venir travailler sur le rendu. On sépare en deux, donc simulation et rendu, de telle manière de pouvoir gagner du temps. Et ensuite, on a la sortie rendue ici. On fera le rendu donc ici avec en venant en out et avec donc les notes de mantra ici, donc ce que je montre dans les tutos du jeudi précédent. On peut donc faire différents types de rendus avec mantra.
Et donc c'est un peu le résultat qu'on obtient ici, en dehors du fait que j'ai réalisé un peu de compositing, donc je vais juste le montrer pour terminer. Ici donc dans Nuke. Donc en fait ce que j'obtiens directement sortant de Houdini, ici c'est ce que l'on voit ici, donc c'est l'explosion ici qui est déjà intéressante, hein, ici, et que je vais pouvoir un peu modifier en venant donc créer du haut flow, un node de haut flow qui permet de faire un peu de flou, on le voit. Donc éventuellement si on veut un peu plus de flou important, on pourra l'augmenter. Voilà. Ici, en n'oubliant pas d'augmenter donc la qualité ici, voilà. Ok. Voilà, j'exagère exprès pour montrer ce que ça donne. Voilà. Ici, on pourra éventuellement mettre un peu de glow ici. Voilà, des effets que l'on peut rajouter dans le compositing. Et puis de l'autre côté, avec le décor, ici j'ai le décor, je peux soit dans le rendu éclairer le décor progressivement par rapport à l'explosion pour faire croire que c'est l'explosion qui émet effectivement de la lumière, c'est pour faire un rendu plus rapide, ou je peux le rattraper, je dirais entre guillemets, ou le maîtriser par rapport à l'explosion. On ne sait jamais si je viens changer la vitesse d'explosion ici dans Nuke, ça serait bien que je puisse poser l'intensité de la lumière au bon moment par rapport aux variations d'intensité que j'aurais mis donc ici. Alors je ne le fais pas ici, variation de vitesse de l'explosion, mais c'est quelque chose c'est une possibilité. Et donc à ce moment-là, on pourra donc venir travailler sur le décor en termes de color correction rapide ici. Voilà, donc on fait une variation de l'explosion avec du bruit ici qui va se synchroniser avec la force de l'explosion que l'on a. Donc ici on fait un color correct dans Nuke où je vais donc avoir un gain ici de coloré en jaune orangé à ce niveau-là. Et puis je vais jouer sur keyframer le gamma qui au départ va être relativement faible, ici moins 0,74, et puis qui va augmenter au fur et à mesure et faire apparaître donc voilà. Et donc j'utilise ce color correct avec un masque de type radial sur lequel lui-même je lui mets un masque de type noise sur lequel je keyframe la valeur ici. Ok, voilà, et qui va faire ce léger bruit que l'on a, qu'on pourra accentuer ou pas, que l'on voit mieux ici quand on est relativement intense, et qui va se synchroniser un peu donc dans le résultat ici, hein, voilà, final. Donc, bien entendu, on pourra venir régler plus précisément en bruitant un peu plus ou en voilà, faisant des variations par rapport à l'explosion que l'on obtient. Et ensuite, on redescend, bien sûr, ça part en fumée l'explosion et on va redescendre le gamma dans le color correct. Voilà un peu donc une idée de compositing vraiment de base, hein. Bien entendu, on peut faire des choses beaucoup plus compliquées, mais c'est juste pour montrer ce que l'on peut donc faire aussi dans le compositing pour venir améliorer le rendu final. Et aussi penser que l'on n'aura pas besoin de refaire soit une simulation et soit surtout aussi un rendu qui va prendre du temps et que l'on peut amener des corrections. Alors ici c'est des corrections 2D en termes de luminosité, de correction colorimétrique. Il faut penser que Nuke est capable de faire des corrections 3D, donc du relighting 3D. Donc ça c'est relativement intéressant. On l'a vu dans un tuto du jeudi il y a quelques temps où Nuke faisait du relighting 3D pour venir donc éviter d'avoir à relancer un rendu 3D dans Maya ou dans Houdini pour gagner du temps. Voilà un peu le pipeline de production d'une simple explosion avec, en regardant à différentes étapes les différents paramètres attributs qui vont permettre donc de venir structurer le visuel final avec le compositing dans Nuke à la fin.